Mercredi 1er novembre, à la une de l'actualité, les organisations de la société civile et le Conseil national de transition autour d'une même table pour renforcer leur coopération. Cette collaboration permettra de faire avancer la gouvernance de la défense et de la sécurité au Mali. L'initiative est de CRI 2002. Nous parlerons également de ce geste de la Commission nationale des droits de l'homme. En effet, elle a remis des moulins, des projecteurs solaires aux maisons d'arrêt du Mali pour améliorer les conditions de vie des détenus. Lancement de la seconde phase du programme Mobilité pastorale transfrontalière au Sahel. Les acteurs se réunissent à Sikasso pour aider 7 pays du Sahel dans leur résilience face aux problèmes climatiques et sécuritaires. Bonsoir à tous et bienvenue à ce point de l'actualité. Nous sommes mercredi et le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition au chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Il nous a rejoint sur ce plateau, Ibrahima Diombélé, pour la lecture du communiqué de ce Conseil des ministres qui a adopté un projet de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Bonsoir Ibrahima Diombélé. Bonsoir Kadia Tukone, un plaisir d'être avec vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et voilà, c'est parti pour la lecture de ce Conseil des ministres, un communiqué qui commence par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la fourniture des équipements pour la fabrication des plaques d'immatriculation. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupe EHA Hoffman International GmbH, représenté par la société Diguia Signature pour un montant de 3 525 217 215 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 60 jours. Le projet de décret adopté permettra de prendre en compte les réformes engagées dans le secteur des transports et la reprise par l'État de l'immatriculation des véhicules du parc national conformément aux normes communautaires et aux standards internationaux. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement. C'est le www.sgg-mali.ml. À lire également dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de l'état des préparatifs du concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État. Au total, 1489 postes sont mis en compétition. Ils concernent toutes les catégories de la fonction publique de l'État et de tous les secteurs auxquels s'ajoutent les 75 postes ouverts pour les corps de l'École nationale d'administration. Les 76 postes non pourvus suite à la proclamation des résultats du concours direct de l'année 2021 ont également été ajoutés à l'effectif de cette année. Les réceptions des dossiers de candidature se déroulent du 1er au 30 novembre 2023 ici à Bamako, au Centre national des concours de la fonction publique, ainsi que dans les centres régionaux de Kaye, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Le concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État exercice 2023 se déroulera du 23 au 31 décembre 2023 à Bamako et dans tous les centres régionaux. Ce concours est placé sous le signe de la transparence, de l'équité et de la justice sociale. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au deuxième forum de l'investissement dans le cadre de l'initiative Main dans la main. La Direction générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation a organisé le deuxième forum de l'investissement dans le cadre de l'initiative Main dans la main à Rome, en Italie, du 17 au 20 octobre 2023. Ce forum est une initiative phare de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et une plateforme centrale pour tous les domaines prioritaires de l'organisation. Cette initiative soutient les 63 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient dans la mise en œuvre des programmes visant à accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires dans le cadre d'une démarche axée sur l'intégration et les
territoire. Pour cette seconde édition, 30 pays, dont le Mali, étaient invités à présenter leur plan d'investissement. Au cours des différents panels, les 3 principes qui gouvernent notre pays ont été largement diffusés auprès des partenaires publics et privés, toute chose qui a retenu l'attention et l'estime des participants sur notre pays. Au sortir de ce forum, la délégation a noté l'engagement des grandes institutions, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, le Fonds international pour le développement agricole et le Programme alimentaire mondial à soutenir notre pays dans ses efforts de refondation. La détermination du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation à appuyer toutes les initiatives en faveur de notre pays, la disponibilité des entreprises internationales et des pays comme l'Argentine et le Brésil à collaborer avec le gouvernement et les entreprises privées pour la promotion de la filière bétail-viande. L'engagement du Centre international des investissements a accompagné notre pays dans la mise en œuvre de son plan d'investissement. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays marqué notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Ce sera tout pour ce soir. Et je vous laisse maintenant, mesdames et messieurs, en compagnie de Khadijatou Kone pour la suite du journal. Merci. Merci bien, à très bientôt. Merci. Nous vous l'annoncions dans l'édition d'hier. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a passé un bel après-midi avec les pupilles de la République. Ce sont des enfants dont les parents sont tombés pour sauver la nation ou de parents inconnus. Ils ont reçu des mains du chef de l'État des kits scolaires et beaucoup d'autres cadeaux. Un véritable moment de reconnaissance en leur honneur. Aussi, les 266 nouveaux membres ont reçu leur carte de pupille et leur carte bancaire pour la prise en charge par l'État. Le même après-midi, Assimi Goïta a fait don de 6 véhicules à l'Office national des pupilles en République du Mali, à l'Amaldem et au Prétané militaire dans le cadre de ses œuvres sociales. Les temps forts de cette cérémonie symbolique avec Sira Bachili. La sympathie d'un président aux enfants de ses frères d'armes tombés pour la défense de la patrie et ceux abandonnés ou encore de parents inconnus. C'est un après-midi de détente loin des décrets à Koulouba. La journée du 31 octobre est dédiée aux pupilles en République du Mali depuis 2021. Une journée de reconnaissance où la nation réconforte ses enfants. Fils de feu, adjudant-chef Alfred de l'armée de terre, tombé lors de l'attaque de Kidal en 2014. Fils de feu Sori Ibrahim, à l'armée de terre, tombé lors d'une attaque à Nara, le 18 octobre 2017. Moment plein d'émotions et de cris de cœur pour une paix durable. Des enfants qui ne perdent pas espoir puisque pris en charge par l'État. Aujourd'hui, nous honorons la 3e édition de la journée des pupilles en République du Mali. Cette journée est une célébration de l'espoir, du courage et de la résilience. Sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette cérémonie, c'est également pour célébrer la vision d'un Mali en paix. La tolérance et l'harmonie sont les valeurs fondamentales qui guident notre chemin vers un avenir meilleur. En ce jour, nous soulignons l'engagement remarquable de la société civile, des différentes organisations et de tous les Maliens en faveur du bien-être des pupilles. Cadeaux et encouragement à ceux qui se sont fait distinguer par le travail au quotidien à l'école. Le président de la transition a par la suite remis les cartes de pupille à quelques-uns des 266 nouveaux membres et leurs cartes bancaires avec le passage remarqué de Bekay Oumar Traoré, fils du regretté Oumar Traoré, dit Douglas, de la présidence tombée en mission. Ces pupilles ont des droits que l'État restitue à la place de leurs parents. Soutien et encouragement nécessaires, l'État assure une part à travers l'allocation des ressources pour la prise en charge. L'ONAPIMA, l'Office national des pupilles en République du Mali, a la charge du suivi de ces enfants. Nos jours, nous avons 1622 pupilles
dont 175 pupilles de l'État et le reste, c'est les pupilles de la nation. Nous nous occupons de leur prise en charge pour l'aspect scolaire, les aspects de santé et aussi nous leur donnons des subventions d'entretien. C'est l'État qui finance tout ce qui est ressources par rapport à l'ONAPUMA. Donc nous donnons à travers les ressources de l'État 100 000 francs par trimestre et à chaque enfant. Depuis 2019, donc nous sommes à la 6e vague de décrets qui a été pris par les plus hautes autorités du Mali. Geste de solidarité du président envers ses enfants et d'autres en situation difficile en ce mois d'octobre. Nous sommes à la fin du mois de la solidarité. Dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, il a jugé nécessaire de remettre certains matériels à certaines structures. Ces matériels étaient composés de cars pour la pouponnière, pour les pupilles, 2 cars pour les services sociaux des armées, 2 pick-up pour le Britannique militaire, aussi des kits scolaires pour les pupilles, d'ordinateurs pour les orphelins des militaires. Avec les pupilles de la nation aujourd'hui, quel message le président voudrait faire passer à travers cette donation? Le président voudrait leur dire que ces pupilles de la nation appartiennent au peuple malien en totalité, lui en premier. C'est pour montrer sa solidarité avec eux et leur dire que le pays ne leur oubliera pas, le Mali ne les oubliera pas. Un tour du palais présidentiel et une photo de famille pour immortaliser l'événement. Il faut préciser que les pupilles de la nation sont des mineurs dont les parents ou tuteurs sont des personnels des forces armées et les pupilles de l'État sont des mineurs abandonnés par leurs parents. Ces enfants sont suivis jusqu'à l'âge de 18 ans. Les organisations de la société civile et le Conseil national de transition renforcent leur coopération à travers cette table ronde. Les échanges permettront de faire avancer la gouvernance de la défense et de la sécurité au Mali. La restitution des résultats et conclusions, recommandations de la table ronde tenue le 4 mai dernier aux membres du CNT était également au menu. Une initiative de CRI 2002 est financée par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, les détails avec Mamari Koni. Le chantier de la coopération et de l'engagement entre les organisations de la société civile, le Conseil national de transition et les institutions de défense franchit un palier supplémentaire avec l'organisation de cette table ronde. Au programme de cette journée d'échange, la présentation des résultats et recommandations issues de la table ronde du 4 mai 2023 sur le renforcement du contrôle démocratique civil du secteur défense et sécurité. Une table ronde qui s'est tenue après 5 sessions de focus group à travers 5 pôles sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes partis du dialogue civil à travers les focus group sur l'ensemble du territoire national. On a fait monter les attentes des citoyens et des populations au niveau du gouvernement en tant que pouvoir exécutif, qui a apporté également ses contributions. Et maintenant, nous sommes au niveau du pouvoir législatif pour également restituer ce qui a été convenu entre nous et le gouvernement et les citoyens pour qu'en tant qu'organe législatif de la transition puisse également donner ses attentes, ses points de vue, ses contributions pour qu'ensuite nous puissions restituer, n'est-ce pas, aux médias, à la presse, pour qu'ensemble nous allons vers ce que nous cherchons, faire avancer la bonne gouvernance au sein du secteur défense et sécurité. Le président de la Commission défense et sécurité du Conseil national de transition, qui a salué la tenue de ces cadres, estime qu'il n'y a pas de paix sans développement. L'État du Mali entre aujourd'hui dans une phase nouvelle. Sur le plan sécuritaire, nous avons suffisamment œuvré et les résultats sont en train de se montrer clairement sur le terrain. La phase développement va suivre parce qu'il n'y a pas de paix sans développement. Le renforcement des capacités en matière de gouvernance est essentiel dans cette démarche. Les participants auront aussi pour tâche de définir les recommandations clés qui visent le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Est attendu de cette table ronde la formulation des éléments pour la création d'espaces et de mécanismes d'échange et de partage entre les ESC, le CNT et les institutions de défense.
Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel séjourne à Moscou. Yacouba Katile prendra part à l'Assemblée générale et du Conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires. Déjà, le président Katile a participé à des travaux pour booster le mécanisme de la coopération Nord-Sud. Commentaire Boubacar Kanouté. En prélude aux travaux de la rencontre de la fêtière internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, la Chambre civique de la Russie a organisé à son siège une réunion bilatérale avec l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique UCESA. Cette rencontre a pour objectif principal de renforcer des échanges d'idées, les liens de coopération entre l'UCESA et la Chambre civique de la Russie. Prenant la parole, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katile, a fait un tour d'horizon des relations de coopération et de développement entre le Mali et la Fédération de la Russie. Il s'agissait vraiment de faire un peu l'état, sinon l'évaluation des rapports entre les différentes structures. Le cas du Mali, nous avons eu à signer un protocole d'accord avec la Chambre civique de la Russie, et cela c'était en février 2015. De cette date à aujourd'hui, en faisant une évaluation, il se trouve que vraiment on a besoin de consolider ce qui a été fait comme acquis déjà. En retour, Mme Lydia Mikava, la présidente de la Chambre civique, s'est réjouie de cette initiative de redynamisation des liens de coopération. Elle a rassuré le président Katile de respecter les engagements consignés dans le protocole d'accord de coopération. Et nous vous livrons à présent le contenu de ce communiqué. Le ministre des Mines porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale, en particulier les acteurs des secteurs miniers et pétroliers, que la 10e édition des journées minières et pétrolières du Mali, JMP, initialement prévue du 13 au 15 novembre 2023 est reportée à une date ultérieure. Cette mesure est consécutive à la volonté du ministre des Mines de finaliser l'élaboration des textes d'application du nouveau code minier et de la loi relative au contenu local, puis de mettre en œuvre les dispositions prioritaires de ces textes. À titre de rappel, ces deux lois majeures symbolisent l'engagement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de renforcer le secteur minier en vue de préserver l'intérêt du Mali. Le ministre des Mines reste ainsi convaincu que les prochaines JMP, tout en demeurant un cadre de promotion des acteurs miniers et pétroliers, comblera plus leurs attentes. Le ministre, tout en rassurant les partenaires des JMP ainsi que l'ensemble de l'écosystème minier et pétrolier, réitère son engagement en faveur d'un secteur minier performant. Afin d'améliorer les conditions de vie des détenus, la Commission nationale des droits de l'homme a mis à la disposition des maisons d'arrêt du Mali des projecteurs solaires, des moulins, entre autres. Batraoré était à la maison d'arrêt de Bamako pour le lancement des activités. La visite de routine de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, dans certains lieux de détention a abouti à des constats. Des difficultés relatives à l'alimentation des personnes détenues ou gardées à vue, à l'éclairage et au manque de moulins. Convaincue que les droits de l'homme sont des droits inhérents à la qualité d'être humain, la CNDH s'engage dans des actions de soutien à certaines maisons d'arrêt du Mali. Les établissements bénéficiaires des dons sont la Maison centrale d'arrêt de Bamako, les maisons d'arrêt de Bla, de Barouli et de Fana. Ces dons sont composés d'un appui à la réhabilitation du parloir de la MCA, à la remise des moulins pour l'établissement pénitentiaire de Bla et des projecteurs solaires aux établissements pénitentiaires de Barouli et de Fana. Je tiens à vous affirmer, au nom des gardes-sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, que le respect des droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires est un cheval de bataille pour le garde-sceaux. Recevez toute notre reconnaissance et notre gratitude par rapport à vous. Soyez rassurés que nous serons très regardants et très respectueux des droits humains en milieu carcéral. Ces dons en faveur des maisons d'arrêt du Mali ont été rendus possibles grâce à l'appui de l'Institut danois des droits de l'homme. L'autorité indépendante de gestion des élections EGE a initié une rencontre pour mieux outiller les coordinateurs du district, des régions et ceux des missions diplomatiques. Pour cela, ils ont reçu des recueils pour faciliter leur travail. On en sait plus avec Abdul Karim Kaba.
Pour des élections crédibles, transparentes et acceptées, il faut des coordinateurs bien préparés avec des instruments juridiques appropriés. C'est ce qu'ont compris les responsables de l'EJ en élaborant un recueil d'actes types à l'usage des coordinateurs. Nous avons été amenés à revoir notre stratégie d'appropriation des outils qui sont mis à notre disposition par la loi et par le législateur, mais aussi notre stratégie de fonctionnalité et de nos différentes coordinations. Il s'agit de prendre la loi électorale, de voir tous les actes qui doivent être accomplis par les coordinateurs de l'EJ. Ce recueil comporte des décisions types des coordinateurs en deux parties. Les actes que l'on doit accomplir avant le début avant la tenue du scrutin et des actes qui sont liés à la spécificité du scrutin auquel nous avons à faire face. Ce qui nous permettra, dans les processus qui vont venir et dans les mois prochains, de pouvoir obtenir des actes de qualité qui permettront une meilleure organisation, une meilleure gestion du processus et un recueil des votes qui vont être exprimés dans ces conditions-là. Le temps d'une série de sessions est donné à Bamako avec l'ensemble des coordinateurs de l'autorité indépendante de gestion des élections du district. Je suis persuadé que cette session permettra, de manière théorique et pratique, d'approfondir la connaissance des coordinateurs sur la nature des actes, le délai pour les actes à prendre dans le cadre de la gestion du processus électoral. Sont donc concernés les coordinateurs de l'autorité indépendante de gestion des élections dans les régions, les districts, les cercles, les communes, les ambassades et les consulats. Ce document est un référentiel de 61 pages. Également, ce communiqué, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine informe l'opinion nationale que son département suit avec une grande attention la situation de nos compatriotes en détresse dans le secteur d'Arlit, Agadez, Niger. Certains d'entre eux avaient lancé des appels à l'assistance par le biais des réseaux sociaux, conformément à sa vocation d'assistance et de protection de nos compatriotes vivant à l'extérieur. Le ministère, en partenariat avec l'Organisation pour les migrations OIM, a programmé 6 vols charters pour rapatrier nos compatriotes d'ici au 20 décembre 2023. Le ministère rassure que toutes les dispositions sont en cours avec l'ambassade du Mali au Niger, l'OIM et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour sensibiliser les candidats à respecter le programme établi. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'assistance et la protection de nos concitoyens en détresse. Le ministère tiendra l'opinion publique nationale informée du processus des rapatriements de nos compatriotes. L'actualité, c'est également cette formation pour la paix et la réconciliation. Cette formation concerne les cadres des équipes d'appui à la réconciliation du cabinet du ministère en charge de la réconciliation et la mission d'appui à la réconciliation. Elle permettra d'approfondir les connaissances des femmes sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi, le gouvernement malien démontre son engagement pour une paix durable. Al-Jumatina. Depuis quelques années, le gouvernement du Mali a inscrit l'intégration transversale de la dimension genre dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques et programmes sectoriels. C'est ainsi que le département de la réconciliation a élaboré en 2022 une stratégie sectorielle du genre en faveur de l'égalité et l'équité des chances. L'organisation de cette formation sur l'agenda femmes, paix et sécurité et la stratégie nationale de la réconciliation est ainsi importante au regard du contexte actuel. Il appartient donc à vous qui êtes les actrices ou les plus impactées par les conséquences de cette crise, de vous approprier la thématique afin que nous puissions aboutir à des résultats permettant d'améliorer la situation sécuritaire au niveau du territoire national. La résolution 1325 reconnaît le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits et dans les négociations de paix. ONU Femmes félicite les entités du gouvernement du Mali pour leur engagement de plus en plus. Durant 3 jours, les participants seront suffisamment informés sur la résolution 1325 et de son plan d'action. Renforcer les capacités des cadres de l'IRAR et de la Marne et du cabinet du ministère de la Réconciliation sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et la stratégie nationale de réconciliation afin de mieux les intégrer dans les mécanismes nationaux et locaux de paix
et de réconciliation. Le département a organisé cette formation pour que les femmes qui sont actrices puissent s'imprégner de cette résolution et qui va les aider à mieux exercer leurs fonctions. La résolution 1325, faut-il le rappeler, est une résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en l'an 2000 qui reconnaît l'impact disproportionné des conflits armés sur les femmes et les filles ainsi que leur rôle dans la construction de la paix et de la sécurité. Et le bureau exécutif de l'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens du Mali exprime sa solidarité à la communauté catholique du Mali suite à l'attaque de la paroisse catholique de Mandiakoui dans la nuit du 27 octobre dernier. La Fondation 221 renforce le plateau technique du centre médical de la Gendarmerie nationale. Avec cette donation, elle a remis des équipements médicaux d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Cet appui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité de lutte contre l'exclusion. Reportage Benoro Fofana et Tayeb Adjaouyakoui. Des lits d'hôpitaux, des consommables pour la chirurgie, l'orthopédie, l'urologie, la gastro-entérologie sont les équipements médicaux offerts par la Fondation 221 à la Gendarmerie nationale du Mali. À travers cette action salvatrice, la Fondation 221 répond à un appel des responsables de la Gendarmerie nationale. Cette action de solidarité doit trouver une demande de la gendarmerie dans le cadre d'équipement de l'aide infirmerie. Et nous avons répondu à cette demande. Et c'est aujourd'hui que nous avons amené un matériel très important. En cette période de crise que traverse notre pays, cet élan de solidarité de la part de la Fondation 221 vient à point nommé. Ces matériels et médicaments ne sont pas destinés à la seule prise en charge des gendarmes et de leurs familles, mais à tous les patients civils et militaires qui solliciteront une prise en charge du centre médical principal de la Gendarmerie nationale. Et c'est le lieu de remercier le donateur pour la valeur vraiment de cette donation. Parce que qui parle de santé, c'est la première des choses. Surtout que nous sommes en guerre. Et quand un Malien prend cette initiative, nous ne pouvons que vraiment saluer hautement cette initiative. Au cours de cette cérémonie de remise, le directeur général de la Gendarmerie nationale n'a pas manqué d'inviter le personnel du centre principal médical à faire bon usage de ces équipements. Nous continuons avec les dons dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Cette fois, c'est la Banque de développement du Mali, BDMSA, qui vole au secours des déplacés de 4 sites. Elle leur a offert des vivres d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Reportage Inaba. Cet élan de solidarité de la Banque de développement du Mali, BDMSA, touche les 3000 pensionnaires de 4 sites de déplacés. Il s'agit des sites de Niamana, Baguineda, Faladje et Senou. Le don est composé de riz, de sucre et d'huile. La donation, deuxième du genre, entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Nous ne partageons pas seulement le résultat de nos opérations, nous partageons aussi une partie de ces résultats à l'endroit de ceux qui sont les plus vulnérables. En face de ces genres de situations, seule la solidarité de la place permettra à chacun de pouvoir surmonter ces soucis. La crise politico-sécuritaire de 2012 a fortement touché les régions du centre et du nord, provoquant un afflux de déplacés vers la capitale. Le porte-parole des bénéficiaires a remercié cette structure financière. La présence de la BDM ici à nos côtés en dit long sur la volonté, la disponibilité de cette banque et sa volonté de venir au secours des populations démunies. Nous avons cependant, en plus de ces remerciements, un grand vœu. Et nous profitons de toutes les occasions pour le dire, à commencer par le gouvernement de la République du Mali, et ensuite les partenaires techniques financiers et les autres personnes de bonne volonté que nous sollicitons leur appui pour le retour des familles volontaires au niveau de leur site d'origine. Auparavant, cette structure bancaire avait remis des dons au service social des armées pour une valeur de 20 millions de francs CFA. Le programme Djiguia, qui se charge de la santé et de la reproduction des jeunes et des adolescents, fait le bilan de ses activités réalisées après 5 ans d'exercice et il ressort que plus d'1 400 000 jeunes et adolescents ont été sensibilisés par le programme 9 milliards 100 millions de francs CFA. C'est le coût de réalisation du programme. Reportage Youssouf Diakité.
Cette première réunion du comité de pilotage national du programme Djikia des jeunes leaders en santé de la reproduction fait le bilan après 5 années d'activité. Le programme en question est un appui aux actions du gouvernement pour répondre à la problématique de la santé reproductive des adolescents et des jeunes de 10 à 24 ans dans les régions de Ségou, Mopti, Kay et Koulikoro. Les principales activités portent sur la mobilisation, l'organisation des jeunes et leur information sur la santé de la reproduction et aussi l'information, la sensibilisation des jeunes et des adolescents sur les questions de non-affiliation aux groupes armés et aux groupes terroristes. Le coût total du programme, c'est environ 14 millions d'euros sur les 8 ans. Et nous avons pu toucher à ce jour 1 400 000 jeunes. Ce programme, qu'on appelle programme Djikia, a voulu contribuer, comme d'autres projets et d'autres programmes, dans le cadre de l'amélioration vraiment de leurs conditions. Et c'est ce qui aujourd'hui amène le ministère de la Jeunesse, à travers la direction nationale, à accompagner ce programme. Le programme Jeunes Leaders Djikia en santé de la reproduction, faut-il le rappeler, est initié par l'Alliance Kaeb Cordaid avec l'appui financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à plus de 9 milliards 100 millions de francs CFA pour 8 ans. On s'oriente à la capacitation des jeunes leaders pour qu'ils puissent se développer, pas seulement en termes de santé, mais aussi pour qu'ils puissent épargner de l'argent. Les choix des zones d'intervention du programme montre aussi à suffisance les besoins spécifiques et la réplique face à la problématique de la santé spécifique des adolescents et des jeunes à Kay, Koulikoro, Ségou et Mopti. C'est dans ce cadre que le département en charge de la jeunesse a voulu assurer la présidence de ce comité de pilotage du programme Djikia. Des recommandations sont formulées allant dans le sens de l'amélioration de la santé reproductive des jeunes et des adolescents. Actualité régionale, première escale Fana où 90 personnes ont enfin eu un toit. Oui, elles ont reçu leurs clés grâce au programme de logements sociaux, un moment fort pour les bénéficiaires. Et c'est le gouverneur de la région de Dioïla qui a remis les clés ce matin en présence de nos envoyés spéciaux, Abibatou Koyan Diakité et Sidiki Balo. Au nom de toutes les autres de la transition de notre pays, j'ai l'honneur de vous remettre les premières clés des logements sociaux. Comme elle, ils sont au total 90 bénéficiaires des logements sociaux de Fana. Il s'agit de logements en dalle de type F3. Une première dans cette localité située dans la commune rurale de Guénéka, région de Dioïla, à 120 km de la capitale. Pour les premiers locataires de la cité, cette date du 31 octobre restera à jamais gravée dans leur mémoire. Nous, les 90 bénéficiaires, n'avons pas de mots pour apprécier à juste valeur notre bonheur d'avoir eu un toit avec les voies d'aménagement. En ce qui nous concerne, nous prenons l'engagement de respecter les clauses du contrat afin que d'autres puissent en bénéficier. Oui, un contrat de location-vente dont le remboursement s'étale sur une période de 25 ans sans intérêt avec des mensualités de 35 833 francs CFA. Côté viabilisation, on peut parler du drainage des voies principales des collecteurs maçonnés, l'alimentation en eau potable et électricité avec branchement individuel à 100%, des points d'éclairage public à tous les 40 mètres et carrefours. Ces maisons qui seront mises à votre disposition, vous devez vous imposer l'obligation de les payer correctement. Comme vous le savez, la grande majorité des populations au Mali n'ont pas de logement. Cette politique vise à permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité d'acquérir des logements. Un jour pas comme les autres pour les populations de Fana et une belle manière de terminer le mois de la solidarité et la journée mondiale des villes. Le délai du dépôt des dossiers pour les recrutements à l'armée malienne a été prorogé, une décision saluée par les candidats à Sikasso. Une de nos équipes de reportage de la station régionale de Sikasso est allée faire le constat au camp Tcheba Traoré et à la gendarmerie Mustapha Doumbia et Amadou Dolo. La prorogation du délai de dépôt des dossiers de candidature pour les recrutements dans les forces armées maliennes est une initiative bien saluée à Sikasso.
Cette décision a permis à bon nombre de candidats de pouvoir postuler pour les différents corps des forces de défense et de sécurité. Elle est aussi bien appréciée par les responsables en charge du recrutement. La prorogation du délai, c'est dû à la volonté manifeste de la jeunesse malienne et de se mobiliser derrière son armée et avoir une certaine volonté de défendre l'intégrité territoriale du pays. Cette année, nous avons à prendre des gendarmes auxiliaires, c'est-à-dire des hommes du rang au niveau gendarmerie. Ça aussi, c'est une spécificité qui vient d'être, c'est l'innovation qu'on peut dire au niveau de la gendarmerie. La prorogation concerne la poursuite du dépôt de dossiers pour l'armée de terre, l'armée de l'air, les génies militaires, la santé et la transmission, ainsi que le contrôle physique de la deuxième vague de l'armée de terre et des génies militaires pour les candidats de 2021. La particularité au camp Tcheba, c'est le démarrage ce 30 octobre du dépôt de dossiers pour les médecins, les techniciens supérieurs de santé et les ingénieurs. La prorogation est donc bénéfique pour tous les candidats. J'ai beaucoup aimé la prorogation du délai de dépôt. Sans cette décision, je n'allais pas pouvoir déposer mon dossier. Je remercie les autorités. On a prolongé la date, ça a été très bien, car tout le monde n'avait pas fait son dépôt. Ouais, spécifiquement la gendarmerie, pour moi quand même. Donc je suis là, je suis prêt. Pour accompagner les jeunes dans leur démarche, les femmes de Sikasso, à travers la CAFO, apportent de la nourriture et de l'eau sur les sites de dépôt. C'est une initiative qui est venue de l'ensemble des femmes de Sikasso et particulièrement de la CAFO de Sikasso, pour dire que nous sommes derrière nos enfants. Et le message que nous avons adressé aux enfants, c'est de toujours avoir le cœur pour le Mali. Le dépôt des dossiers se poursuit jusqu'au 3 novembre 2023. Nous restons à Sikasso et je le disais dans les titres, lancement régional de la seconde phase du programme mobilité pastorale transfrontalière au Sahel. À Sikasso, une soixantaine d'acteurs du domaine de l'élevage et de l'agriculture venus de Koutiala, Gao, Sikasso et Burkina Faso se concertent. Cette rencontre permettra d'accompagner les zones transfrontalières de 7 pays du Sahel et du Golfe de Guinée dans leur capacité de résilience face aux chocs climatiques et sécuritaires. Reportage à Moussokoro Sérémé et Suleiman Bamba. Financé à hauteur de 7 milliards 215 millions de francs CFA par la coopération suisse, Danida et l'Agence suédoise de coopération internationale, le MOPS 2, Mobilité pastorale transfrontalière apaisée et stabilité sociale au Sahel, est mise en œuvre par un consortium de 6 ONG porté par l'Organisation néerlandaise de développement SNV. Le lancement de cette phase 2 s'articule autour de 4 trajectoires et vient renforcer les acquis de la première en apportant des réponses adaptées aux défis multiformes dans les zones de transhumance transfrontalières du Sahel et dans le Golfe de Guinée. Domaine 1, gouvernance concertée des ressources naturelles et foncières pastorales. Domaine 2, protection, maintien et développement des moyens d'existence. Domaine 3, influence politique et inclusivité de la base sociale. Domaine 4, mobilisation des partenaires du 996 en faveur des agro-passeurs et des déplacés. Zone de départ de transhumance vers les pays du sud du Sahel, Sikasso est la deuxième région d'élevage du Mali avec plus de 9,5 millions de têtes de bovins et près d'1 235 000 ovins caprins. En 3 ans de mise en œuvre, MOPS 2 devra donc toucher 45 000 bénéficiaires directs et indirects, dont une commune de Gao et 4 de Sikasso pour le Mali. Nous avons des outils et des mécanismes en place à travers les organisations de la société civile, les collectivités territoriales, dans une dynamique d'échange et de concertation et de mise en place des outils de prévention et de gestion des conflits avec une gestion, l'approche inclusive, tout en prenant en compte les femmes et les jeunes à proportion d'au moins 30%. Sa mise en œuvre devrait non seulement rendre l'environnement politique et juridique plus favorable aux spécificités du pastoralisme, mais aussi soutenir la viabilité économique et sociale du pastoralisme. Le lancement du MOPS 2 est couplé à l'étude d'élaboration du schéma d'aménagement pastoral transfrontalier dans l'espace Escabo, une cérémonie qui regroupe les pasteurs et agropasteurs du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire.
Aussi, 12 villages de la commune rurale de Tomian vont bénéficier du projet Résilience et Développement Durable sur la bande agropastorale du Mali pour un coût global de plus de 100 millions de francs CFA. Ce projet permettra à ces villages d'améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. De son, le reportage de Drissa Kone. Pour une durée de 3 mois, le projet REDAM, qui couvre 12 villages de la commune rurale de Tominian, est mis en œuvre par l'ONG AMED. Il est financé à hauteur de 106 millions de francs CFA par le Programme alimentaire mondial en partenariat avec l'Union européenne. On va essayer de renforcer la capacité des collectivités locales pour la prise en compte des priorités des communautés vulnérables dans les PD7. On va aussi doter les producteurs, c'est-à-dire en coq et reproducteurs et en volaille, pour permettre vraiment d'améliorer les conditions de vie des producteurs. Et ensuite aussi, on va donner aussi des ovins et des caprins à des vulnérables pour améliorer leurs conditions de subsistance. Il a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience des communautés vulnérables de Tominian face aux chocs et crises induits par le changement climatique. Cet atelier a servi aussi de cadre d'engagement et de validation des actions prioritaires par les différentes parties prenantes du projet. Vous conviendrez avec moi que ce projet répond aux aspirations des populations de notre cercle. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour vous inviter à une participation effective afin que les objectifs de l'atelier soient atteints. La présentation du projet et les questions-réponses ont permis aux participants de bien cerner les tenants et aboutissants. Migration irrégulière, on en parle à Ségou, au Salon régional de l'emploi. Et pour atteindre les objectifs, l'Organisation internationale pour les migrations souhaite l'insertion des jeunes dans le tissu économique. Reportage à Candicila. Le Salon régional de l'emploi de Ségou se veut un espace pour débattre des questions liées à la migration irrégulière. Ce salon s'inscrit dans le cadre des activités du projet de renforcement de l'autonomisation des jeunes comme alternative à la migration irrégulière dans les régions de Kayes et de Ségou. Les jeunes de moins de 35 ans représentent environ 90% de l'effectif de 30 000 migrants environ en détresse ayant sollicité l'appui de l'OIM, du gouvernement du Mali et de ses partenaires pour rentrer dans leur pays de 2016 à 2023 parce qu'ils étaient confrontés aux dures réalités de la migration irrégulière. Cet événement vise à renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes, puis de leur faciliter l'accès à la formation, à l'emploi et à l'information sur la migration régulière. Le salon est une occasion opportune pour les jeunes, les responsables des services techniques et ceux du secteur privé de débattre des thèmes retenus, à savoir l'insertion des jeunes dans le tissu économique, une alternative pour la migration irrégulière. Les différentes activités qui se dérouleront pendant les 2 jours toucheront de façon substantielle la problématique de l'emploi versus la migration et renforceront sans nul doute votre leadership, mais surtout à vous aider à avoir une vision positive de votre avenir. Outre des panels et autres entretiens thématiques, plusieurs stands développent des expériences pratiques dans les domaines comme les secteurs de l'agriculture, la transformation, la pisciculture ou les nouvelles technologies qui demeurent des secteurs porteurs pour fixer les jeunes sur place. Grâce à des sensibilisations, 4 villages dans le cercle de Bafoussam abandonnent la pratique de l'excision, une prouesse de Plan Mali International Kita à travers son projet MGF ORTM Kita Mamadou Aliou Bari. Les 4 villages, Sadjoya, Gonfan, Solenta et Walia, dans le cercle de Bafoussam, célèbrent la signature de cette convention de partenariat avec la volonté et l'engagement de déposer définitivement le couteau pour mettre fin à l'excision de jeunes filles en milieu rural. Ça fait 3 ans que Plan Mali est sur le terrain. 3e année, on est arrivé à la décision. Maintenant, des villages, par rapport à leur engagement à abandonner complètement la mutilation génitale des filles. La fait de signer cette convention d'abandon de la pratique de l'excision est un acte volontaire pour la communauté de Gonfa. Nous avons su concrètement qu'il est temps d'abandonner cette pratique ancestrale. Face aux responsables de Plan Mali et leurs partenaires techniques et financiers, les représentants des villages engagés disent avoir mesuré les conséquences néfastes de la mutilation génitale sur la jeune fille. Cette pratique a des conséquences néfastes sur la fille.
Comme conséquence médicale, nous avons l'hémorragie, la rétention urinaire. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la parfaite illustration de la réussite du plan Mali sur le plan de la lutte pour la préservation des droits de la petite enfance. Cette décision d'abandon de l'excision par les chefs coutumiers et religieux est saluée et encouragée par les partenaires. L'objectif principal du projet, c'est de contribuer à réduire la pratique de l'excision dans les 49 villages dont nous intervenons. Cette activité cadre parfaitement avec la volonté des hautes autorités qui consiste à promouvoir la politique de la santé de la reproduction. La cérémonie de signature de convention a mobilisé les acteurs durant 4 jours, une manière pour les leaders communautaires d'exprimer leur intérêt pour la fin de la mutilation génitale féminine dans leurs localités respectives. Ce livre à lire absolument, il est désormais disponible. Addis Abeba, Le Serment, cet ouvrage de 392 pages rend un vibrant hommage au père fondateur des indépendances et à la capitale panafricaine. Ce document se veut être une référence pour raviver dans les cœurs l'espoir de réaliser les États-Unis d'Afrique. À retrouver également dans ce livre tous les discours fidèlement traduits prononcés par les décideurs africains à la conférence constitutive de l'EUA, leurs signatures, les hymnes et drapeaux des pays membres. Addis Abeba, 30 chefs d'État et de gouvernement décident de renforcer l'unité et la solidarité des États africains. 60 ans après Kadiatou Konaré, Agibou S. Diarra et Daniel Alié Degefa nous replongent dans les temps forts du sommet de l'histoire de la création de l'unité africaine. Addis Abeba, Le Serment, à retrouver désormais dans vos librairies. Championnat national de Ligue 1 sport, vous avez compris, Ligue 1 saison 2023-2024 a donné officiellement son coup d'envoi cet après-midi avec 4 rencontres. AFE et l'USC Kita se sont séparés 0-0. Le premier, l'US Bougouba, a pris le meilleur but, un but à 0 sur Benga FC. L'AS Real domine l'AS Police à 3-1. Le COB corrige l'AS Black Star de Badalabougou 3-0. Cette première journée s'achève ce jeudi avec 4 matchs, dont l'entrée en lice de promu ATS de Koro contre les 11 créateurs de Nyarela. Page noire de cette édition, Amadou Daouda Diallo, commandeur de l'Ordre national et ancien secrétaire général de l'UNJM, nous a quittés ce 30 octobre des suites d'une maladie à l'âge de 77 ans. Natif d'Ansongo, il fut d'un grand apport pour sa communauté. Il a largement contribué au développement socio-économique du Mali. Boubacar Kanouté. Amadou Daouda Diallo tire sa révérence. Travailleur acharné, patriote convaincu, courtois d'un commerce agréable, un commis de l'État incorruptible. Ce sont là des qualités de l'illustre disparu, égrenées par ses ex-collaborateurs, membres de sa communauté et connaissances. Des valeurs inestimables qu'Amadou Daouda Diallo, le natif d'Ansongo, cercle de Gao, incarnait de son vivant. C'est une grande perte pour notre communauté et pour le Mali. Il a servi loyalement ce pays. Il s'est battu corps et âme pour le bonheur des Maliennes et des Maliens, pour la prospérité du Mali. Amadou Daouda Diallo fut inspecteur des finances, diplômé de l'école supérieure de commerce d'Alger. Il a été chargé de mission au cabinet du président de la République sous le général Moussa Traoré, chef de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce et secrétaire général de l'UNGM, l'Union nationale des jeunes du Mali. Il laisse un vide immense, difficile à combler. Sa sociabilité était sans reproche et ses proches pris pour un repos éternel. Il fait partie des premiers cadres de la famille, donc beaucoup de gens ont fait l'école chez lui, beaucoup de gens ont logé chez lui. C'est vraiment un pilier de la famille. On remercie tous les uns et les autres, à commencer par le Premier ministre, toutes les hautes personnalités, tous les parents, les amis, les voisins, tous les gens qui sont venus compatir à notre douleur. On prie ensemble pour le repos de l'âme du disparu. Il a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de Kalabankroua en commune 5 par ses parents. Amis et connaissances, dort en paix, Amadou Daouda Diallo. Que son âme repose en paix. Amen. Ainsi prend fait cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Plaise à Dieu. Agréable fin de soirée à tous.